Voilà, on est en direct. Et ben bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. Le sujet du jour, c'est l'obtention de l'agrément PSAN et on a le plaisir de recevoir Arnaud du cabinet #avocat que je vais laisser se présenter dans un instant avant quelques petites précisions d'ordre technique qui vont aussi laisser l'occasion à ceux qui ne sont pas encore rejoints de se connecter. On enregistre le webinaire, donc si jamais vous avez besoin de quitter la salle avant, il n'y a aucun problème, vous pourrez retrouver le replay sur notre site. On a d'autres intervenants qui nous rejoignent pour des webinaires assez fréquemment, de la même qualité qu'Arnaud. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site si jamais il y a d'autres événements qui sont susceptibles de vous intéresser. Et puis enfin, surtout, essayons de faire en sorte que cette session soit la plus interactive possible. Donc posez vos questions dans le chat et puis on les posera à Arnaud, il y répondra soit en séance, soit à la fin du webinaire. Voilà, je pense qu'on est ensemble pour à peu près 45, 50 minutes. C'est Arnaud qui va nous guider de toute façon. Et je vous propose de passer à la slide suivante. En termes d'agenda, je vais faire une courte introduction, rappeler un peu qui est Dotfile et ce qu'on fait très brièvement parce que c'est pas le sujet du jour. Et puis ensuite, Arnaud va nous parler des différentes alternatives pour obtenir un agrément PSAN avec un focus sur la réglementation française, ce qu'il en est à l'étranger et le mécanisme particulier du PSAN as a service. Et ensuite, on passera aux questions. Alexis, tu peux passer à la slide suivante. Arnaud, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Toiti. Je suis avocat associé d'un cabinet qui s'appelle #avocat, qui est spécialisé en numérique. On a cofondé avec mon associé en 2015 maintenant, donc ça fait bientôt 10 ans. Dans le cadre de nos activités, on est une quinzaine. On a un côté un pôle qui est un pôle de droit des sociétés, droit fiscal, qui dirige mon associé. Et moi, de mon côté, je travaille beaucoup sur les nouvelles technologies avec beaucoup d'IA et beaucoup de blockchain. Et dans le cadre de ces activités blockchain, l'accompagnement des acteurs dans leur stratégie réglementaire, c'est effectivement un des sujets sur lesquels on intervient le plus en France, mais également beaucoup à l'international. D'où la thématique du jour. Voilà. Et si vous êtes régulièrement sur LinkedIn et que vous vous intéressez au sujet crypto, a priori, il est fort probable que vous ayez vu passer des posts d'Arnaud. Et quant à moi, je m'appelle Vasco, je suis le CEO de Dotfile. Dotfile, on est une startup RegTech qui a un petit peu plus de 2 ans et qui aide les institutions financières sur leurs problématiques de conformité. Et à ce sujet-là, si tu passes à la slide suivante, Alexis, pour expliciter un petit peu plus en détail ce qu'on fait. En gros, nous, on est concentré sur le KYB, donc la vérification de personnes morales. Notre objectif, c'est de proposer aux équipes conformité une solution de KYB tout en un, qui va leur permettre de respecter l'ensemble des obligations LCBFT auxquelles elles sont assujetties, de faire en sorte que la vérification de contrepartie se passe de la manière la plus efficace possible, donc en leur faisant gagner du temps sur toutes ces procédures qui sont parfois assez manuelles et répétitives. Ça leur permet aussi de proposer à leur contrepartie une expérience plus fluide, plus agréable, et de faire en sorte de pouvoir les onboarder plus rapidement. Donc grosso modo, c'est ce qu'on aide à faire sur une typologie de clients principalement fintech. Si tu passes à la slide suivante, Alexis, on en a consigné quelques-uns ici. Donc des acteurs comme Spendesk, comme United, comme Defacto dans l'embedded finance, mais également crypto, avec deux exemples que sont Flowdesk et Kirok, par exemple, des market makers qui fournissent de la liquidité sur des exchanges de crypto actifs et qui ont tous les deux des agréments PSAN, d'ailleurs. Voilà, je m'attarde pas plus longtemps sur la présentation. Je vais laisser le micro à Arnaud. Et donc, Alexis, je te laisse passer à la slide suivante. Alors, première question, effectivement, c'est une question on parle de réglementation en matière de crypto. Il y a un acronyme qui est utilisé, qui est l'acronyme de PSAN, c'est-à-dire un prestataire de services en actifs numériques. Moi, je ne sais pas dans le public, ceux qui sont amenés à déjà connaître ces sujets. Je vois Clarisse. Bon, Clarisse, je pense qu'il n'y a pas de sujet, c'est quelque chose qu'elle connaît très bien. Thierry, Kevin, je ne sais pas quel est le niveau on va dire, de compréhension de ce qu'est un PSAN, mais en gros, donc le PSAN, c'est quoi? Donc, c'est un prestataire de services en actifs numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une société
qui va réaliser des services sur actifs numériques. Alors, il y a des services qui sont optionnels et donc c'est-à-dire qui optionnellement vont nécessiter un enregistrement. Et puis, il y a des activités qui, en réalité, nécessitent de manière automatique l'obtention d'un enregistrement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a trois catégories en fait d'enregistrement slash agrément. On a eu d'ailleurs, parce que je parle au passé maintenant, on a eu ce qu'on a appelé l'enregistrement simple. Enfin, je dis ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle maintenant l'enregistrement simple, puisque il est complété d'un enregistrement renforcé. Donc c'est en l'occurrence le cas pour l'intégralité des à peu près 120, un peu plus de 120 PSAN qui ont été enregistrés. C'est-à-dire qu'elles ont fait l'objet de cet enregistrement et elles ont fait l'objet d'un enregistrement qui est, on va dire, relativement light, pas si light que ça. Ça a pris du temps pour un certain nombre de boîtes d'avoir ce statut. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est, en tout cas, assez éloigné de ce qu'on va connaître notamment dans la réglementation européenne demain. Depuis l'été dernier, on a eu la mise en place du PSAN renforcé, qui est clairement un PSAN qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile à obtenir et beaucoup plus, on va dire, contraint pour les acteurs que le PSAN renforcé. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de délivrance de PSAN renforcé en France depuis l'été dernier. Ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, rien n'est acquis sur ce sujet. En gros, on a renforcé la partie cybersécurité, on a renforcé effectivement la partie lutte contre les conflits d'intérêts, on a renforcé tout un tas de procédures internes et on a rajouté des obligations qui n'existaient pas dans le cadre de l'enregistrement de PSAN simple. Et puis, on a l'agrément. L'agrément, en réalité, l'agrément PSAN, c'est le Graal, si vous voulez. On va sur effectivement des obligations qui sont beaucoup plus lourdes, notamment en termes de fonds propres, en termes assurantiels, etc., etc. Et puis en termes de cyber, c'est vraiment beaucoup plus important. Et là, l'agrément, il n'y a que Forge, donc la Société Générale, qui est un agrément PSAN en France. Ce qui est intéressant quand on parle du PSAN, et donc quand on choisit sa régulation, c'est que si vous voulez, la France a fortement inspiré la réglementation européenne. C'est-à-dire que quand vous regardez le règlement européen MiCA, qui va rentrer en vigueur pour les stablecoins cet été, pour l'émission des stablecoins cet été et pour toutes les autres dispositions au 1er janvier 2025, vous vous rendez compte que clairement, le règlement MiCA est fortement d'inspiration française. Donc, effectivement, lorsque vous êtes, par exemple, agréé PSAN en France, vous bénéficiez naturellement de facilités très importantes pour aller chercher l'agrément MiCA. Le problème étant que, en réalité, peu d'acteurs, si c'est en l'occurrence un seul acteur, n'a l'agrément en France. Ça veut donc dire qu'on a sur le papier une réglementation qui est censée permettre de manière, on va dire, graduelle de monter en régime pour aller vers MiCA. Mais en fait, il y a peu de sociétés, comme je l'ai indiqué, une seule société qui est agréée, il n'y a pas de PSAN renforcé. Donc pour l'instant, toutes les boîtes qui, sauf à faire cette phase intermédiaire, toutes les boîtes qui vont aller vers MiCA sont des boîtes qui ont fait l'objet d'un enregistrement simple PSAN, qui n'existe plus maintenant, et qui est, c'est vrai, relativement éloigné, voire très éloigné du règlement MiCA. Alors après, la question qui se pose, à mon sens, elle est déterminante, c'est de savoir quelle est la stratégie réglementaire qu'il faut avoir. C'est vrai que par définition, quand on est une société qui est une société française, on se dit, bon, je suis une boîte française, je suis enregistré en France, ou alors je ne suis pas enregistré, mais je suis une boîte française, je vis en France en tant que fondateur de la boîte, j'ai mes équipes en France. La logique veut qu'effectivement, on aille s'enregistrer en France. Néanmoins, et c'est aussi ça l'objet de cette intervention du jour, c'est d'expliquer que ça paraît au premier abord être la solution à privilégier, et c'est, à mon sens, la solution à privilégier, mais il faut en connaître les contraintes, et il ne faut pas, si vous voulez, s'interdire d'avoir une réflexion qui est plus globale, pour une raison très simple. On est en Union européenne. L'Union européenne, par définition, elle fonctionne parce qu'on a une liberté de mouvement des gens et des capitaux. Et parmi cette liberté de mouvement des capitaux, on a la possibilité, in fine, de pouvoir, en réalité, avec MiCA, être dans une logique où vous obtenez un agrément et vous êtes passeporté, c'est-à-dire que vous avez automatiquement la possibilité de pouvoir adresser un public européen des 27 pays de l'Union. C'est quand même un avantage qui est considérable. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas, et c'est ça la réflexion se trouve ici, est-ce qu'il ne faut pas d'ores et déjà avoir une vision si vous voulez, une vision qui consiste à se projeter vers MiCA d'ores et déjà,
plutôt que d'avoir une vision franco-française, alors qu'on sait que dès l'année prochaine, on sera déjà dans cette vision qui est une vision européenne. Peut-être un peu trop parlé là sur ce slide, mais j'ai peut-être devancé des slides, de futurs slides, mais au moins, ça. Bon, ben voilà. Alors, le règlement MiCA, donc le règlement MiCA, il a été publié en 2023, il est en vigueur depuis 2023, mais en fait, en réalité, il n'est pas rentré en application, il va rentrer en application cette année. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, il entre en application en 2 temps, c'est-à-dire en milieu d'année 2024, donc cet été, pour ce qui concerne l'émission des stablecoins. C'est pour ça que pour ceux qui suivent, on commence à évoquer évidemment des questions de comment ça va se passer pour ceux qui les Tether et Circle notamment qui sont sur des stablecoins dollars. Quel va être le sort de ceux qui veulent émettre des stablecoins euros? Je pense effectivement à Forge notamment. Bref, il y a énormément de questions qui posent sur la manière avec laquelle les stablecoins, enfin, les émetteurs de stablecoins vont être traités par MiCA en termes de volume d'affaires et autres. C'est un sujet. Mais pour ce qui concerne notre sujet du jour, c'est-à-dire l'enregistrement, l'agrément, il faut l'agrément en réalité MiCA, c'est quelque chose qui rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas régulé, vous ne pourrez plus vous enregistrer, vous devrez nécessairement passer par l'agrément MiCA. En revanche, les sociétés qui sont déjà enregistrées PSAN bénéficieront d'une clause qu'on appelle la clause de grand-père, qui leur permettra de pouvoir utiliser leur statut de PSAN au maximum 18 mois de plus à compter de l'entrée en vigueur de MiCA, donc jusqu'à l'été 2026, au plus tard. Étant entendu que MiCA précise de manière explicite que les régulateurs nationaux ont la possibilité de réduire ce délai s'ils estiment qu'il y a un différentiel trop important entre la réglementation existante dans le pays en vigueur et l'agrément MiCA. En France, il y a une telle différence entre l'enregistrement simple PSAN et l'agrément MiCA, il ne me semble pas du tout exclu que cette durée soit significativement réduite. Il y a des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de confirmé sur ce sujet. Donc, soyons positifs et disons qu'il y aura sur le papier 18 mois de plus. Mais c'est pas gagné. Voilà. Et est-ce que ça veut dire, Arnaud, que il faut s'attendre potentiellement que les entreprises se bousculent au portillon pour obtenir leur agrément PSAN avant l'entrée en vigueur de MiCA? Alors, écoute, il y a un sujet là-dessus parce que le PSAN renforcé n'est pas si simple à obtenir. Maintenant, dans tous les cas, si on veut avoir MiCA, le PSAN renforcé, c'est que l'entrée, enfin, c'est l'apéritif, dans tous les cas. Donc, de toute manière, pour moi, la stratégie, en réalité, c'est que si tu es dans une logique d'aller chercher MiCA, autant faire un PSAN renforcé maintenant, parce que effectivement, ça te fera gagner. De toute façon, même si, in fine, tu n'as pas ton PSAN renforcé, soit tu l'as, et dans ce cas-là, c'est tant mieux, ça te donnera 18 mois de plus pour pouvoir aller chercher MiCA, soit tu l'as pas, et dans tous les cas, déjà, dans une démarche à tendre à conformité vers MiCA. Donc, effectivement, ça a du sens. Encore faut-il que tu veuilles le faire en France. Et ça, c'est un autre sujet. Encore faut-il que tu veuilles le faire en France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi possibilité d'envisager directement de se projeter dans une optique européenne en allant te faire enregistrer dans d'autres pays de l'Union européenne? Avec les réserves que ça présente aussi, parce que il y a des réserves aussi assez importantes qu'il faut avoir en tête. Alors pour ce slide-là, effectivement, les PSAN, elles doivent, pour pouvoir exercer leur activité, obtenir une autorisation. Alors donc c'est un enregistrement en réalité, comme je l'indiquais, c'est pas un agrément, c'est pas un statut à proprement parler. Mais quand on va rentrer dans MiCA, ce sera un statut. L'objectif, il est clair. L'objectif, que ce soit de la régulation PSAN ou de la régulation MiCA, c'est que les régulateurs puissent contrôler les acteurs. Puisque maintenant, les services sur cryptoactifs, enfin, c'est pas maintenant, mais c'est clairement, ce sont des services financiers exercés sur des cryptoactifs, hein, c'est la même logique. Donc finalement, l'AMF, l'autorité de régulation française, son rôle, et c'est bien normal, étant celui de protéger les épargnants. Écoutez, il n'y a aucune raison qu'elle ne protège pas autant les épargnants en matière de cryptoactifs qu'elle ne les protège en matière de titres financiers. Voilà. Donc tout ça est parfaitement cohérent. Alors, justement, si on rentre un peu dans le vif du sujet donc on avait dit, tout part de la stratégie réglementaire. On va dire que lorsque alors, soit on est déjà PSAN, soit on s'interroge pour savoir si on ne devrait pas aller chercher les statuts.
étant entendu que si on exerce des services sur cryptoactifs et qu'on n'est pas régulé, c'est une infraction pénale, donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre à la légère, loin de là. Mais dans l'idée où effectivement on veut aller chercher le statut de PSAN et demain de MiCA, la France est effectivement le cadre qui, sur le papier, semble le plus avantageux. Pourquoi? Bon, il y a évidemment de très nombreux avantages, on ne va pas tous les lister, mais en gros, les avantages les plus évidents, c'est quoi? C'est la prévisibilité. Pourquoi la prévisibilité? Comme je disais tout à l'heure, la réglementation européenne est en réalité basée sur la réglementation française. Donc, par définition, sur le papier, vous vous dites, je vais aller chercher l'agrément MiCA, j'ai déjà la partie française. Donc, finalement, c'est un système un peu de stratification. Vous avez les deux premiers strates et vous avez la cinquième, et vous avez déjà les deux premières parce que vous avez le corpus qui est très proche, voire quasi identique. Donc ça, c'est un avantage qui est énorme. Le deuxième avantage, on peut pas nier, qui à mon avis est à modérer, mais après ça c'est un avis personnel, c'est celui de la confiance. La France, elle jouit d'une réputation au niveau international sur ces aspects-là qui est quand même très forte et qui est du reste parfaitement justifiée parce qu'on a une place qui fonctionne bien, parce qu'on a des régulateurs qui sont très réputés, qui font très bien leur travail, etc., etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et donc sur le papier, c'est vrai qu'on a attiré un certain nombre d'acteurs internationaux notamment parce que on avait cette réputation qui est d'ailleurs toujours très forte et parfaitement justifiée du reste sur ces sujets. Là où je disais qu'il fallait relativiser un petit peu, alors moi je relativiserais à deux niveaux. Le premier niveau, c'est simplement d'expliquer que il y a d'autres pays. Il y a souvent ce réflexe entre guillemets de la vie un peu, pardonnez-moi, mais de la vieille Europe qui explique aux jeunes pays européens, notamment d'ex-Union soviétique, que en réalité eux sont mieux, enfin, que la vieille Europe est mieux que la jeune Europe, si je puis dire. Alors que en réalité, en Union européenne, il n'y a pas. Alors évidemment, la France, l'Allemagne et d'autres sont des pays fondateurs de l'Union européenne, mais sur le papier, ils n'ont pas voix au chapitre plus que les autres. Et donc, in fine, c'est vrai que cette hiérarchisation qu'on fait systématiquement, elle me semble un peu exagérée, en ce sens que dans ces pays-là, on fait du très très bon travail également. On n'a pas l'expérience, très vraisemblablement, on n'a pas le track record de la France, c'est certain, mais pour autant, il faut aussi avoir en tête que ces gens-là font du très très bon travail également. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième tempérament à ce point, si je puis dire, c'est que, si vous voulez, on est dans une logique MiCA demain. Donc, que dans une logique PSAN, on se dise, bon, c'est plus intéressant en termes de réputation d'être enregistré en France que d'être enregistré en Moldavie, c'est quelque chose que je peux comprendre. Dans une logique de PSAN, vu qu'on est sur un agrément et qu'après on peut créer des succursales dans différents pays européens et bénéficier de cet agrément pour opérer dans les différents pays, je pense que c'est un argument qui est c'est un argument qui est superflu, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'un client va se dire je ne vais pas aller voir telle société parce qu'elle est agréée initialement en Moldavie et qu'elle a une succursale en France qui permet par un passeport d'opérer en France. Voilà, je ne suis pas certain de ça. Peut-être que je me trompe. Je pense que pour certains, ça restera préférable d'être agréé en France, même si c'est européen. Mais je pense que pour la plupart des acteurs, ce ne sera pas forcément un avantage qui sera significatif. Voilà. Donc ça, c'est sur les avantages. Sur les inconvénients, alors les inconvénients, on a des frais de conformité qui sont effectivement très importants. Alors, qu'on soit clair, les frais de conformité, PSAN français et demain MiCA, on va retrouver des frais de conformité significatifs dans les autres pays aussi. Simplement, le point, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des équipes en France, lorsque vous devez assumer la fiscalité ou les charges sociales françaises, c'est pas la même chose que quand vous allez dans des pays où la fiscalité et les charges sociales sont beaucoup moins importantes. Souvent, à ça, on me répond, oui, mais c'est du dumping. Non. Le dumping, c'est d'aller dans des pays hors Union européenne qui sont parfois des paradis fiscaux, etc., et qui posent des questions, effectivement, d'aller profiter, parfois d'ailleurs de manière illégale, d'une fiscalité plus favorable, etc. Pour moi, il n'y a pas de dumping au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un seul et même territoire au niveau économique, c'est l'intérêt du système, donc c'est difficile pour moi d'entendre qu'il y a du dumping à l'intérieur de l'Union européenne. Si on veut éviter l'avantage d'aller, par exemple, en Irlande pour créer sa holding, eh bien, on n'a qu'à harmoniser la fiscalité dans toute l'Union européenne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À partir de l'instant où on n'harmonise pas,
je ne vois pas en quoi on devrait avoir des pudeurs de gazelle à se dire qu'on va aller dans tel ou tel pays pour améliorer sa fiscalité et in fine ses charges sociales. Quand vous prenez la réglementation MICA, vous prenez le coût de cette réglementation, notamment en termes d'effectifs chargés en termes de charges sociales, et que vous pouvez économiser un tiers, voire plus de tout ça parce que vous êtes dans des pays où les charges sociales ne sont pas les mêmes, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir des pudeurs et se dire qu'on ne pourrait pas en bénéficier lorsqu'on est un chef d'entreprise et que on raisonne de manière, si vous voulez, simplement en retour sur investissement. Donc ça, c'est le premier des inconvénients. Le deuxième des inconvénients, c'est la rigueur des processus. Alors, ça pourrait être un avantage aussi, hein, en ce sens que, par définition, la France est ce qu'elle est. La France a cette réputation parce que la France, elle est extrêmement exigeante avec les acteurs. Il y a d'autres pays, comme les Pays-Bas, par exemple, qui sont réputés pour avoir un haut niveau d'exigence aussi. Donc, c'est très bien d'un côté parce que ça crée un plafond qui fait qu'un certain nombre d'acteurs ne vont pas obtenir leur enregistrement ou leur agrément en France parce que, justement, il y a ce plafond-là qui est fixé. Mais en même temps, ça peut aussi être rapidement un désavantage. Bah, pour vous dire, je prends l'exemple, par exemple, du prestataire de services d'investissement. Le prestataire de services d'investissement, c'est une directive européenne. La directive, elle vous dit pas, voilà, pour avoir tel psy, il faut que vous ayez telle ancienneté, il faut que vous ayez des gens qui sont dans le monde de la finance depuis tel nombre d'années, il faut que vous ayez tel, etc. La France, elle demande des choses que d'autres pays ne demandent pas. Et donc, ce qui fait que lorsque vous êtes un jeune projet, que vous offrez des garanties de fonds propres et que vous respectez votre dossier, bah, il y a d'autres pays qui vont vous accueillir alors que la France ne va pas forcément le faire. Donc, il faut voir que la rigueur de ces processus est un avantage au niveau réputationnel, donc ça rejoint la réputation, mais ça peut être un désavantage pour des acteurs, on va dire des jeunes acteurs, qui pourraient avoir une barrière à l'entrée et qui ne pourraient pas s'engager sur la logique, donc là je parlais du PSI, mais sur la logique demain de MICA. J'ai un peu beaucoup parlé, je suis désolé, mais il y a des choses à dire. Pardon, excuse-moi Vasco. Bah non, c'est le but. Et je voulais avoir ton avis sur quelque chose parce que quand on s'enregistre à l'étranger, donc que ce soit en Moldavie ou en Lituanie, il y a quand même, il faut avoir conscience qu'il y a un coût organisationnel, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir un employé sur place, potentiellement un bureau. Donc ça implique quand même pour le dirigeant de société d'anticiper qu'il va devoir avoir une société là-bas qui a une certaine épaisseur et que c'est pas une simple formalité où on fait un aller-retour en avion en 24 heures et puis t'as ensuite. raison. Non, t'as raison, mais en fait, je vais te dire, non, t'as absolument raison, mais c'est comme dans tout dans la vie. C'est-à-dire que faut ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les sociétés comprennent que là, on passe de l'enregistrement à l'agrément. C'est-à-dire qu'on parle, en fait, c'est pas, comment expliquer? Évidemment, l'objectif, c'est pas de citer des boîtes, mais il y a un certain nombre de PSAN, beaucoup d'ailleurs, en mon sens, qui en fait avaient besoin dans leur schéma des flux d'être PSAN, mais l'activité de PSAN, c'est pas leur activité substantielle. Je prends un exemple. Demain, tu décides de créer, toi, une marketplace. D'accord? Et dans le cadre de cette marketplace, tu décides je sais pas, c'est un exemple, tu décides de vendre des montres et de permettre de créer des actifs numériques autour de ces montres. Donc, tu crées un NFT sur des montres et derrière, tu permets de les payer avec des euros. Donc, tu fais de l'échange crypto-euro pour compte de tiers. D'accord? Du paiement de crypto par des monnaies en cours légal. Dans ton schéma, tu vas être obligé d'être PSAN ou de passer par un PSAN dans ton schéma des flux. Mais c'est pas ton activité, le service sur CryptoActive. C'est pas ton activité première. Ton activité première, c'est une marketplace. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'enregistrement, on a un certain nombre de sociétés qui sont allées chercher un enregistrement PSAN, alors même qu'en réalité, elles réalisaient pas réellement une activité de service sur CryptoActive au sens où c'était leur business model, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Demain, on passe en agrément, vu le coût, la complexité, tu ne vas le faire que quand c'est ton activité. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux pas travailler sans. T'en as besoin parce que c'est ta proposition de valeur de proposer des services sur CryptoActive. Et donc, mon point, c'est quoi par rapport à ce que tu dis? C'est que dans ce cadre-là, bah oui, effectivement, c'est ton business, tu as des employés, tu as un business que tu développes et pour lequel tu as des vraies velléités de développement. À ce moment-là, il faut que tu sois agile. C'est mon avis, mais il faut que tu aies cette capacité de te dire, toi, demain, enfin, j'en sais rien, je pose la question, mais toi, demain, Dotfile, Vasco, ton siège est en France.
Est-ce qu'il l'est qu'en France d'ailleurs? Je ne sais pas, mais ton siège est en France. Demain, tu as la possibilité, parce qu'on travaille ensemble, de te dire, OK, je vais me projeter et si je vais m'installer en Lituanie, je vais baisser de 30 ou 40% mes coûts opérationnels. Alors oui, tu vas me dire, écoute, moi ça m'embête, je suis en France, ma femme est en France, mes enfants aussi, j'ai toute ma vie ici, etc., etc. Ok, bah, peut-être que tu vas aller là-bas, tu vas trouver un CEO là-bas, tu vas recruter des équipes là-bas. Oui, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, certainement, mais ça se prépare. Et après, tu vas me dire, bah ouais, ok, j'ai vécu 6 mois, c'est compliqué. Il a fallu que je structure, je fasse des allers-retours, etc. Et bon, quand à la fin de l'année, bah en fait, j'ai mon centre opérationnel là-bas, j'ai mes coûts de structure qui sont beaucoup moins élevés, j'ai ma fiscalité beaucoup moins élevée, j'ai mes cotisations sociales qui sont beaucoup moins élevées. En fait, tu vas dire que les 6 mois que tu as pris à structurer tout ça, en réalité, tu vas très très vite les rattraper, surtout si tu es dans une logique de long terme. Voilà. Donc, dans la vie, on a ce qu'on veut avoir. Quoi. Après, c'est toujours le même sujet. Moi, je vais te dire, si on pouvait optimiser un cabinet d'avocats de manière intelligente, comme on peut le faire sur une structure commerciale, il est fort possible que j'aurais réfléchi à la possibilité de pourquoi pas d'aller à l'international, de développer des choses. Je suis avocat au barreau du Luxembourg, par exemple, etc. Parce que je pense qu'il n'y a pas de honte, en tout cas dans le cercle de l'Union européenne, dans le respect intégral de toutes les lois, réglementations, et on va en parler parce qu'il y a des conséquences, et en matière de fiscalité, il n'y a pas de honte à avoir une logique qui est une logique d'ouverture et d'optimisation. Il faut pas se sentir mal. Il faut se dire oui, ça va être challenging, mais il y a pas, il faut le voir à mon avis comme une stratégie. C'est pas que je parle de stratégie. Ouais, non, mais c'est très clair. Bah, merci pour ce discours T'en prie, sans langue de aucun bois. problème. C'est une appréciation globale qu'il faut faire. Euh, Est-ce que tu veux qu'on passe à la slide suivante? Ben, je veux bien. Alors, justement, l'alternative. L'alternative, à date, c'est d'envisager. Alors, en fait, en réalité, on a pris l'alternative de l'enregistrement en Europe, mais on pourrait parler de l'enregistrement en dehors de l'Union européenne, d'ailleurs, très, très brièvement. Il y a des acteurs qui viennent me voir, qui me disent, ouais, moi, l'Europe, c'est mort. Je vais créer une boîte aux îles Vierges britanniques, et puis je vais me réguler là-bas. Bon, alors, plusieurs choses par rapport à ça. Si les boîtes décident de se réguler en dehors de l'Union européenne, elles doivent avoir dans l'idée, et ce que je vais dire va être également valable dans d'autres pays européens par rapport à la France, par exemple, mais elles doivent avoir dans l'idée qu'elles ne devront absolument pas, jamais et sous aucun prétexte, viser, targeter, s'adresser à des Européens. Point. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule manière avec laquelle ils pourraient effectuer leur activité, d'un point de vue réglementaire, j'entends, hein, c'est simplement en étant dans une logique qui est une logique de reverse solicitation. Je parle pour des acteurs hors Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, Vasco, tu vas entendre parler sans communication d'une plateforme, parce qu'on va t'en parler, je sais pas, la plateforme, je sais pas, Vasco.io, qui est une plateforme aux Bahamas. Tu vas te connecter dessus, tu vas t'inscrire spontanément, ce sera ton choix. C'est toi qui vas solliciter la plateforme, et jamais la plateforme qui va te solliciter. D'accord? Cette sollicitation inversée, cette reverse solicitation, elle a en plus vocation avec Mika à être de plus en plus réduite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va devenir de plus en plus compliqué pour une boîte qui est en dehors de l'Union européenne de pouvoir, on va dire, avoir des investisseurs européens. Tu sais, Vasco, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, la plupart des boîtes du Web 3, elles évacuent les Américains. Quand tu fais une ICO, tu dis je veux pas d'Américains. Quand tu fais une boîte, tu dis je veux pas d'Américains. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont peur que la SEC vienne en disant en fait, tu es en train de viser mes Amerlocs, tu fais de security token et donc tu n'as pas le droit, tu dois te réguler au niveau de la SEC. Pardon pour la Merloc, mais c'est comme ça que je l'ai vu dans un mail il y a pas très longtemps. Donc c'est ça l'état d'esprit. Donc ils font attention et ils retirent la mention aux Américains. Et donc, on va être dans une logique où, à mon avis, de plus en plus de plateformes en dehors de l'Union européenne vont carrément dire je veux pas d'Européens parce que je veux éviter demain de me retrouver en difficulté. Donc, la reverse solicitation, elle existe, mais elle est compliquée à mettre en place. Il y a une autre alternative qui est de se dire, en fait, je vais aller me faire réguler dans un autre pays de l'Union européenne. D'accord? Les avantages, c'est quoi? Alors, les avantages, c'est effectivement les contraintes financières, on en a parlé, elles sont moins importantes pour la simple et bonne raison que les coûts opérationnels ne sont pas du tout les mêmes dans certains pays qu'en France. Hein.
en moyenne, un coût chargé d'un salarié, c'est vous rajoutez à minimal double de la rémunération avec tous les coûts qui sont associés. Dans certains pays, on n'est pas sur ces logiques-là. Et donc, forcément, in fine, quand on a des équipes de compliance de 5 à 10 personnes, bah, ça fait des économies d'échelle qui sont absolument considérables. Vous rajoutez à ça la fiscalité, vous rajoutez à ça aussi, évidemment, un côté administratif qui est, bon, voilà, la France, elle a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'acteurs. Elle fait ce qu'elle peut, le régulateur fait ce qu'il peut. Il n'a pas malheureusement des gouvernants et un parlement qui lui donne toujours les moyens de ses ambitions. Et donc, ça crée des goulots d'étranglement et il est probable qu'il y ait encore des goulots d'étranglement avec Mika qui soient très importants. Quand on a des pays qui attirent moins, donc qui a déjà moins de demandes et qu'en plus, ils sont plutôt bien pourvus en termes d'effectifs en interne, bah, forcément, vous dites qu'a priori, vous devriez avoir plus de fluidité que vous n'en avez en France sur le patient. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que vous êtes déjà dans une perspective d'expansion avec la logique Mika. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'idée de vous dire, OK, je vais me projeter sur l'Union européenne, donc je vais d'ores et déjà éventuellement avoir mon siège social à l'heure dans l'Union européenne, je vais d'ores et déjà commencer à optimiser parce que je vais m'adresser au marché complet et qu'il est logique, c'est quelque chose qui existe dans la finance traditionnelle depuis des décennies, que vous n'avez pas une vision franco-française, mais une vision beaucoup plus large. Ça, c'est les avantages. Les inconvénients, il y en a. Alors, il y a un inconvénient, on en a parlé tout à l'heure, en miroir avec la France, c'est la crédibilité. Il y en a qui continuent à penser que le fait d'être enregistré en Moldavie, en Lettonie ou en Roumanie, ça a moins de valeur que en France. Peut-être. En même temps, je pense qu'il y a des gens peut-être parmi les participants, peut-être toi, Vasso, qui utilisent Vinted, par exemple. J'en parle autour de moi parce que c'est un bon exemple, ou Revolut. La plupart des gens ont l'impression que Vinted et Revolut, c'est français. Vinted et Revolut, c'est lituanien, c'est pas français. Et j'ai pas l'impression que les gens, ça les ait effrayés plus que de raison et que ça les empêchait d'aller s'acheter des fringues sur Vinted ou d'ouvrir un compte en banque chez Revolut. Voilà. Mais pour moi, c'est important. Je pense pas du tout ça. Certains me disent que si, les gens sont sensibles à ça, etc. Bon, moi, je suis plus mesuré, mais effectivement, c'est un sujet. Et puis le deuxième point, qui lui est plus préoccupant, plus problématique, et donc il faut l'avoir en tête, c'est que si on décide de s'enregistrer dans un autre pays de l'Union européenne, ça ne doit en aucun cas être une stratégie qui pourrait s'apparenter à un contournement de la réglementation française. L'idée, c'est pas je vais m'enregistrer ailleurs pour pouvoir contourner l'obligation de réglementation que j'ai en France. Ça veut dire que ça doit s'inscrire dans une stratégie globale. Il faut nécessairement aller créer une structure là-bas. Il faut qu'il y ait de la substance là-bas. Il faut que cette société ait vocation, la société étrangère ait vocation à s'adresser à un public international, absolument pas à un public français, et qu'elle ait une activité qui soit une activité indépendante de la structure française. C'est pas le relais en réalité des clients de la structure française, parce que sinon, effectivement, ce serait manifestement un contournement de la réglementation. Donc, ça fait encore une fois partie d'une stratégie, et surtout, c'est pour aller chercher Mika dans le pays en question. C'est pas juste pour se dire, OK, je l'ai pas en France, je vais gagner quelques mois, etc. C'est pas ça. C'est la stratégie. C'est je me projette pour aller chercher Mika là-bas, pour en faire mon centre opérationnel d'activité là-bas. Et là, oui, ça a du sens. Donc, il y a des vraies barrières. Faire très, très attention là-dessus. Et Arnaud, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sociétés qui adoptent aussi des stratégies en deux temps. Et donc, pour prendre l'exemple de Revolut, donc je m'enregistre d'abord en Lituanie. Forcément, les IBAN que je propose avec mes clients sont des IBAN lituaniens, donc avec un préfixe LT. Et ensuite, dans une démarche de vouloir proposer des IBAN un petit peu plus natifs, je vais ensuite chercher une réglementation, un enregistrement ou un agrément dans mon pays d'origine. C'est un excellent point. C'est un très bon point et je pense que ça fait partie des stratégies. Sauf que là, en fait, tu parles plutôt de la réglementation financière, parce que la réglementation financière, elle fonctionne un peu différemment de Mika, en ce sens que tu vas te faire enregistrer dans un pays et après tu vas te faire passeporter dans différents pays européens dans lesquels tu veux effectivement agir. C'est le cas de Revolut qui avait un IBAN en LT et puis qui depuis peu effectivement a un IBAN en FR parce qu'ils ont effectivement obtenu l'autorisation de pouvoir effectivement passeporter leur activité, etc., etc. Dans Mika, on sera dans une logique différente puisque Mika, sur le papier, t'offre de fait un passeport européen sur l'intégralité de l'Union européenne. Alors évidemment, il y aura vraisemblablement, les choses ne sont pas encore très cadrées là-dessus, mais un travail à faire avec chacune des autorités nationales. Mais en tout cas, sur le papier, tu as de facto accès à l'intégralité du marché européen. Donc, c'est pour ça a fortiori,
le fait d'avoir une stratégie internationale me semble pas du tout déconnant. Ça me semble en réalité plutôt, comment dire, participer de l'esprit même du texte. Voilà. Vous savez, les régulateurs ont souvent, et je trouve de manière plutôt intelligente, anticipé l'application du Arnaud, règlement MICA. excuse-moi, je t'interromps juste une seconde. T'as ton micro qui grésille un petit peu. Alors, t'as Ah, des écouteurs, je sais pas si tu peux y ok. faire quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que là, tu m'entends toujours grésiller ou pas? Non, ça a l'air d'être un peu mieux. Regarde, Top. d'accord. Ouais, donc je disais, pardon, je disais que le régulateur, et plutôt à juste titre d'ailleurs, était dans une logique, et a souvent été dans une logique depuis plusieurs années pour le pratiquer, qui était d'anticiper l'application de MICA. C'est-à-dire de dire, en fait, MICA n'est pas là, mais on a déjà une lecture MICA. D'accord? Bah, en fait, moi, je ne dis rien de plus que ça. Je dis juste que si on a une lecture MICA pour un certain nombre de choses, on ne peut pas avoir une lecture MICA pour certaines choses et pas pour tout. Et donc, finalement, il faut d'ores et déjà avoir un prisme MICA dans sa prise de décision. Voilà, c'est ça le point central de mon propos. Et Arnaud, je reviens sur les inconvénients. Sur ta slide, tu mentionnes le fait qu'il peut y avoir des obstacles pour opérer sur le territoire national français. Concrètement, si jamais je suis dans un autre pays et que j'opère sur le territoire français, est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire par rapport Ah à oui, si j'avais obtenu mon enregistrement sur le ah territoire oui, français? tout à fait. En fait, tu ne peux pas commercialiser tes services en France. Si tu commercialises tes services en France, tu seras considéré comme devant t'enregistrer bien en France. Donc, tu devras séparer tes activités et faire en sorte que en réalité, tu ne pourras les commercialiser que dans le pays dans lequel tu es enregistré. Et après, effectivement, bah, si tu as une communication à l'international et qu'il y a bien une segmentation des choses et que tu ne commercialises pas tes services en France, tu n'as pas de structure en France, tu n'as pas d'adresse en France, tu n'as pas de numéro de téléphone en France, tu ne passes pas par des intermédiaires en France, par des automates en France, etc., etc. Bref, il y a une liste de critères à respecter. Eh bien, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut se concevoir, mais encore une fois, avec une extrême prudence, parce que ça ne doit pas être considéré comme, si tu veux, ça ne doit pas être considéré comme ayant vocation à contourner la réglementation française. Je répète, c'est très important. C'est-à-dire que ça ne va pas être utilisé comme une manière, en fait, de dire, bon, bah, le PSAN français, j'arrive pas à l'avoir, donc je vais aller le chercher ailleurs, parce que c'est pas grave. Ça fait partie d'une stratégie globale. Très clair. Enfin, enfin, le PSAN as a service. Alors, ça, c'est un terme appelé PSAN as a service parce que c'est effectivement comme ça que certains l'appellent. C'est un terme qui peut être sujet à débat. J'explique pourquoi ça peut être sujet à débat. L'idée, en fait, du PSAN as a service, ou du PSAN en marque grise, certains disent marque blanche, à mon avis encore pire, c'est de se dire, OK, je suis pas PSAN, j'ai pas vocation à l'être, parce que c'est pas dans mon activité. Tout à l'heure, je citais l'exemple de cette marketplace qui a besoin du PSAN à un moment dans son schéma des flux, mais qui n'est pas structurellement un prestataire de services sur cryptoactifs, sur actifs numériques. Et je me dis, OK, en fait, je vais aller travailler avec un PSAN qui va faire ce travail-là pour moi à un moment dans mon schéma des flux. OK, très bien, pareil, assez logique. Simplement, jusqu'à l'été dernier, c'est un modèle qui n'était pas réellement validé par le régulateur. L'été dernier, 2 prestataires de services sur actifs numériques ont été enregistrés en proposant ce modèle, qui est un modèle de, alors, PSAN en marque grise, PSAN as a service, etc., etc. Première information, c'est assez contraint. C'est-à-dire que la première des choses, c'est que ce n'est pas une location d'enregistrement. Ça, c'est complètement interdit. L'idée, c'est pas de se dire, on a un enregistrement et on va pouvoir, entre guillemets, le louer à une autre boîte. Ça, évidemment, ça n'aurait aucun intérêt pour un régulateur, c'est le pire qu'il puisse y avoir. Donc, c'est même pas envisageable. L'idée, c'est quoi? C'est toi, Vasco, tu as ta boîte, .file. À un moment, tu décides de faire pivoter et tu modifies un peu ton business model et à un moment, tu vas avoir besoin de faire du custody. Ok, bon. Tu vas te dire, tu vas venir me voir, tu vas me dire, Arnaud, faut que je sois PSAN, etc. Quand tu vas voir combien ça va te coûter, le temps que ça va te prendre, tu vas me dire, ouais, ben, en fait, non. Et là, tu vas me dire, bah oui, mais j'aimerais quand même. À un moment, j'aimerais quand même faire ça m'intéresserait, etc. Ok, tu vas taper à la porte d'un PSAN et en fait, tu vas dire au PSAN, écoute, les clients que j'ai, par exemple, Alexis, vient, à un moment, j'ai besoin pour Alexis de faire du custody. Ben, en fait, je vais t'apporter le client. Donc, c'est une forme de contrat d'apport d'affaires. Je vais t'apporter le client et toi, tu vas réaliser les services sur cryptoactifs pour le compte de mon client.
Là où effectivement il y a un débat et on est en discussion notamment avec le régulateur sur ce sujet, c'est quelle est la forme de ce partenariat? Est-ce que c'est purement un contrat d'apport d'affaires? Est-ce que ça peut être une interface de dot file vers le PSAN? Est-ce que, etc. Quelle forme ça va prendre? En tout cas, c'est un modèle qui existe, en ce sens qu'il y a des PSAN qui le proposent et ce sont des PSAN qui ont été enregistrés par l'AMF pour ça. Alors, ça reste quand même contraint. Alors, ça reste contraint pourquoi? Je vais commencer par les inconvénients. Ça reste contraint parce qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance évidemment économique, puisque tu dépends du partenaire, il y a une dépendance opérationnelle. Et puis, il y a forcément parfois des divergences qui peuvent intervenir entre le PSAN et le non-PSAN. Ça, c'est des questions. La deuxième chose, c'est qu'il y a une autonomie qui est quand même un peu défaillante, en ce sens que tu vas dépendre du PSAN pour pouvoir développer cette activité. Tu vas dépendre de la réputation du PSAN, etc., etc. Le troisième désavantage, le troisième inconvénient, qui ne figure pas ici mais qu'il faut comprendre, c'est que les PSAN qui ont été enregistrés avec ce modèle l'ont été à des conditions très précises. C'est-à-dire que le nom PSAN, il faut qu'il soit lui-même régulé. Il faut qu'il soit régulé en tant que PSP, agent de PSP, PSI, agent lié de PSI, IOBSP, STIF, etc., etc. Donc, ça ne s'adresse pas à n'importe quelle société qui, du jour au lendemain, se dirait, allez, c'est génial, je vais pouvoir aller faire du PSAN. Okay. Donc, il y a quand même des contraintes, en fait, associées. Donc, ça, c'est les inconvénients. Les avantages sont quand même importants, puisque, bah, évidemment, ça peut se mettre en place très vite. Nous, pour des clients, on a pu le mettre en place en quelques jours. Donc, tu as besoin d'être PSAN à un moment, dans ton schéma des flux, ça peut être très rapide. Et puis, c'est simple, quoi. Tu n'as pas besoin d'avoir une structure, il n'y a pas besoin de, c'est pas toi qui gères la partie réglementaire, la partie, tout le process, etc. Tout est géré en réalité par le PSAN. Toi, tu es le front, enfin, je veux dire, le non-PSAN est le front, et le PSAN, c'est le back, et c'est le back qui va gérer toute l'intendance et toute l'ingénierie PSAN. Voilà. Est-ce que Donc, c'est pertinent de ouais. Pardon, Est-ce que c'est pertinent de faire le parallèle avec le modèle d'agent d'établissement de paiement? alors, Parce qu'on a l'impression qu'on retrouve des caractéristiques un petit peu oui, similaires. oui, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Alors, oui et non. Non, parce que les statuts d'agent lié de PI ou d'agent de PSP sont des statuts réglementés. Ça, c'est un modèle contractuel. Il n'y a pas d'agent de PSAN et il n'y aura pas d'agent de caste, malheureusement. C'est à mon avis une erreur majeure qui a été faite, mais ça c'est un autre sujet, mais quand je dis majeure, c'est majeure qui a été faite. Je pense qu'elle a été faite volontairement parce qu'on voulait éviter qu'il y ait trop d'acteurs crypto et qu'on voulait vraiment contrôler, surcontrôler le secteur sur ces sujets, mais la réalité c'est que c'est une erreur majeure. D'ailleurs, il suffit de le voir, tu prends l'exemple des agents de PSP, enfin si toutes les boîtes qui étaient agents devaient devenir des PSP du jour au lendemain, je pense que voilà, je pense que ton mouvement de tête veut tout dire, ce serait une catastrophe. Donc, c'est vers ça qu'on va pour les crypto-actifs. C'est quand même un grand sujet. Donc, nous, enfin, nous, du côté hashtag, et je pense que vous parlez pour une partie de l'écosystème, l'objectif, c'est qu'on arrive à rendre ce modèle legit et qu'on ait une certaine forme de tranquillité d'esprit pour ceux qui font appel à ce modèle, mais surtout qu'on se projette dans Mika et qu'on essaie de faire en sorte d'avoir un PSAN as a service et demain un CASP as a service, qui est l'acronyme Mika, parce que si on n'a pas ça, bah en fait, vu que Mika c'est très dur et qu'il y a très peu d'acteurs qui vont être agréés, en réalité, on va avoir énormément de boîtes qui vont être mises sur le carreau, quoi, simplement. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'écosystème. Donc toi, tu vois vraiment ce modèle de PSAN as a service perdurer, se sophistiquer et se préciser, et peut-être même devenir le moyen principal pour certaines sociétés de pouvoir procéder à des opérations Ouais. sur cryptoactifs. Je sais pas si je le vois, parce que il va y avoir des résistances, je pense, au niveau national et européen là-dessus. Est-ce que je l'encourage? Est-ce que effectivement, j'en fais le vœu pieux ou pas? J'espère que non, que ça se développe. La réponse est évidemment positive. Je pense que c'est indispensable pour l'écosystème. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on fasse une stratégie française ou européenne, avec les limites que ça peut avoir, dans un cas comme dans l'autre, il y a énormément d'acteurs qui n'ont ni les moyens, ni le temps pour pouvoir se mettre en conformité avec Mika. Et donc, en réalité, soit ces boîtes, elles obtempèrent, soit elles sont dans l'illégalité, ce qui serait d'ailleurs le pire qui puisse arriver pour les boîtes, pour le régulateur, pour les épargnants, etc., etc. Soit on trouve un statut qui leur permette de ne pas l'être. Et j'ai envie de dire, pour moi, ce statut-là, en réalité, il est intéressant parce qu'il est intéressant pour tout le monde. Il est intéressant pour les régulateurs parce que ça leur évite d'avoir des boîtes qui sont pas formées, qui n'ont pas les moyens d'avoir l'agrément, et ça leur évite d'avoir des boîtes qui se disent j'ai pas les moyens donc je vais aller au BVI et je vais faire n'importe quoi.
C'est intéressant pour les PSAN parce que ça leur crée un nouveau modèle d'affaires, ok, qui est de pouvoir permettre à des boîtes de venir s'adosser à elles, donc ou demain avec Mika. Et ça permet aussi de rentabiliser le coût de la mise en conformité en se disant je vais faire aussi payer, c'est comme un PSP qui utilise les agents pour faire payer le coût de sa mise en conformité PSP. Et puis ça permet à ceux qui ne sont pas régulés et qui n'auront jamais eu Mika d'avoir la possibilité de pouvoir opérer très vite. Donc pour moi, alignement des intérêts est total. Est-ce que tu veux qu'on passe à la slide suivante, qui est une slide de conclusion? Bah oui, absolument, avec plaisir. Alors, le mot stratégie multifactorielle, il est pas, c'est pas pour faire joli, etc. C'est parce qu'en fait, en réalité, on parle de stratégie parce que la réglementation maintenant, c'est de la strat, et on parle de multifactoriel parce qu'en fait, il faut prendre en compte énormément de critères pour pouvoir déterminer quelle stratégie on va suivre. Premièrement, effectivement, il faut avoir une vision qui soit à long terme. Il faut une vision MICA. C'est pas un coup qu'on fait quand on parle de réglementation, on doit se projeter. Deuxièmement, parce qu'il faut regarder quels sont les objectifs de la boîte en termes de stratégie, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on cherche à faire, est-ce qu'on a vocation, volonté, envie de se développer à l'international. Troisièmement, le marché cible. Si votre marché, c'est exclusivement un marché français, ça sert à rien d'aller chercher un enregistrement et un agrément à l'international. Si vous êtes déjà dans une logique de déploiement international, c'est très intéressant. Et enfin, les attentes des parties prenantes. Bah, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous attendez, votre business, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire. Demain, je vous dis, vous allez en Moldavie, ça va aller beaucoup plus vite, vous développez votre business de là-bas, vous le faites de manière intelligente, vous économisez beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes projetable là-bas ou est-ce que vous imaginez pas le faire et auquel cas, effectivement, il faut en tirer les conséquences. Et on a cité quelques pays, Arnaud, comme la Moldavie et la Lituanie. Est-ce que, selon toi, il y en a un qui propose un cadre qui soit plus favorable que les autres, Ouais. en particulier? Alors, j'ai cité, enfin la Moldavie notamment, mais c'est pas vraiment un pays que je connais particulièrement. C'était un exemple que je prenais. La Lituanie davantage. C'est vrai que la Lituanie, l'Estonie, la Pologne sont des pays qui reviennent quand même assez souvent parce que effectivement elles offrent un cadre qui est intéressant et en tout cas qui mérite une réflexion stratégique. Voilà. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres aussi, mais ce sont des pays qui, on va dire, sont en bonne place pour permettre à des acteurs de se déployer à l'international de manière intelligente. Ok. Et peut-être pour conclure, Arnaud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du chemin vers une mise en conformité? Alors, on a bien compris que ça implique un conseil juridique, mais à quoi je peux m'attendre opérationnellement en tant qu'entrepreneur quand je démarre ce chemin dans ma boîte, comme conséquence organisationnelle, financière et en termes de temporalité? Moi, je pense que si demain tu décides de te lancer en Lituanie, par exemple, il y a des boîtes dont c'est le métier de te structurer. C'est-à-dire qu'ils vont te trouver, on travaille avec certaines d'entre elles, hein, ils vont te trouver des locaux, ils vont commencer à t'aider à recruter les équipes, ils vont te trouver le CEO qui va être présent sur place. Ça se fera pas tout seul, hein. C'est pas genre tu prends une boîte, tu les laisses faire tout seul, etc. Il faut aussi que toi tu te déplaces là-bas, que tu passes des mois, etc. Moi, je connais certains qui ont passé un an dans certains de ces pays-là, hein, pour se faire structurer. Je pense à Malte, à Chypre, etc., où ça se fait beaucoup aussi. C'est pas, voilà, mais il y a des gens dont c'est le métier. Il faut trouver les bons acteurs localement. Nous, c'est vrai qu'on accompagne énormément à l'international, mais quand je dis énormément, c'est énormément, donc beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et donc, à force, on finit par avoir effectivement les bons contacts dans chacun des pays pour pouvoir les aider à se structurer. D'ailleurs, parfois, ça va même jusqu'à acheter des boîtes qui ont déjà les licences dans ces pays, plutôt que d'aller chercher soi-même ces licences, ce qui est une possibilité aussi. Ok. Tu vois. Et est-ce que tu saurais nous donner un ordre de grandeur aujourd'hui, selon toi, dans l'écosystème? Quelle est la part des sociétés qui ont fait le choix de la France versus d'autres pays de l'Union? Alors, très dur à te donner cette information. Moi, je peux parler en tout cas que pour moi, mais on est dans une logique où la France reste la solution privilégiée et c'est parfaitement compréhensible. Mais je pense qu'il commence à avoir une prise de conscience et à mon avis, cette prise de conscience, elle va s'accélérer avec Mika parce que quand des acteurs vont être potentiellement face à un mur parce qu'ils ne pourront pas avancer pour X ou Y raison, je pense qu'à ce moment-là, ils n'auront d'autre choix que de se projeter vers d'autres régulations. Et donc, même si certaines, je vois, j'en parle avec certaines, sont encore convaincues que la France, pardon, est le meilleur écosystème, la réalité, c'est que je ne suis pas sûr qu'en pratique,
ce soit forcément le cas dans les mois qui viennent. Et donc, voilà, après, je peux me tromper, mais je pense que sur les 120 PSAN, si on a 10-15% qui sont MICA en France, je pense que c'est déjà bien. Ok. Voilà. Ouais, ben écoute, merci beaucoup pour ces éclairages, Arnaud. Bien. Je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps, donc on va te libérer. Et donc, pour ceux qui veulent te contacter, comment ils peuvent te joindre? Écoute, s'ils ont des questions ou quoi, moi je suis joignable évidemment sur LinkedIn extrêmement facilement, par mail aussi. Je ne sais pas si je peux inscrire mon mail si vous avez des questions. Enfin, moi je serais ravi de pouvoir vous donner. Voilà, je vais mettre mon mail ici. Si vous souhaitez qu'on échange de vive voix, si vous avez des questions, voilà, moi c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Après, voilà, que chacun comprenne que moi mon état d'esprit, c'est un état d'esprit européen. J'ai pas un état d'esprit franco-français. J'adore mon pays, évidemment, que je privilégie toujours. Mais pour moi, il ne correspond pas pour toutes les boîtes. Et donc, il faut, encore une fois, il faut adapter la réglementation, enfin en tout cas la stratégie en fonction de la boîte. On va pas traiter de la même manière un groupe établi dont on sait que la France est un écosystème parfait pour lui, avec peut-être une boîte un peu plus jeune, un peu plus immature sur certains sujets, qui aurait plutôt intérêt à se projeter sur quelque chose de différent. Ouais. Bah, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est justement de pas avoir une approche dogmatique, mais plutôt une approche pragmatique. Et en tant qu'entrepreneur, c'est évidemment ce qu'on préfère. Eh ben, ok, Euh, ben, en tout cas, c'est mon état d'esprit. Voilà. Merci beaucoup encore Arnaud d'avoir été Un avec plaisir. nous ce matin. Merci beaucoup Merci à tous. pour ton temps et Avec plaisir. n'hésitez pas à contacter Arnaud si vous avez des questions. Absolument. Merci à tous. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Et merci à Dotfile.